Alors bonjour à tous et à toutes, moi c'est Jonathan de Mode Affaires et c'est un très grand plaisir pour moi de vous souhaiter la bienvenue dans cette nouvelle saison de notre podcast. Alors pour cette saison, nous vous réservons bien sûr et toujours un contenu de qualité et nous espérons qu'à la fin de chaque épisode, vous apprenez quelque chose de nouveau, vous découvrez quelque chose de nouveau au sujet de l'industrie de la mode québécoise et montréalaise. Alors pour l'épisode d'aujourd'hui, un épisode pour lequel j'ai très hâte d'enregistrer. Nous recevons l'entrepreneur et la force motrice, la force créative, derrière une entreprise, une bijouterie éthique, Miel. C'est bien ça? Oui. Et nous recevons Myriam Elie, la fondatrice de cette entreprise. J'ai très hâte d'avoir cette conversation. Tout d'abord, bonjour Myriam, comment tu vas? Bonjour, ça va bien. Merci de m'inviter. Ah non, mais c'est un très grand plaisir pour moi. Franchement, quand j'ai commencé à créer ce projet, j'ai toujours voulu parler de bijoux. Je trouve toujours que c'est un accent très important pour dans la mode en général. Lançons-nous tout de suite dans le vif du sujet. Avant, pour ceux qui ne te connaissent pas, comment a commencé ton intérêt pour les bijoux? D'où est-ce que ça vient? Est-ce que tu as toujours travaillé avec ça? Est-ce que c'est quelque chose qui vient de ta famille ou... Non, en fait, pas du tout. Moi, dans le fond, j'ai étudié en administration des affaires internationales et en art. Ah, d'accord. Donc déjà, à la base, je te dirais qu'il y avait comme un intérêt pour tout ce qui était design et administration. Mm-hmm. Fait que je te dirais, ça, c'est sûr que les bijoux, quand tu penses à avoir une entreprise de bijoux et d'être la designer, ça a un rapport, mais j'avais aucune idée, j'avais aucun contact dans l'industrie. Puis la façon, en fait, que m'est venue l'idée de lancer Miel, c'est que lors d'un voyage, parce que j'ai étudié à Sherbrooke, donc à Bishop University, et j'ai fait deux échanges à l'étranger, donc un en Californie et un en France, à Montpellier. Puis j'ai rencontré quelqu'un là-bas qui était allemand, donc j'ai décidé d'aller vivre en Allemagne. À ce moment-là, je me suis fait voler mes bijoux dans mes valises, mes bijoux personnels, lorsque j'ai fini mes études. Puis je suis arrivée pour vivre en Allemagne, je connaissais pas la langue, je connaissais personne. Donc j'ai commencé à un peu recréer les bijoux qu'on m'avait volés. Et en plus, mes beaux-parents étaient dans l'industrie des dentistes, donc avaient les mêmes outils que les joailliers. Ce qui m'a donné envie d'apprendre la joaillerie. J'ai vite réalisé que c'était tout un art, un artisanat et que je n'étais pas du tout formée pour faire des bijoux en or et en argent. Donc, ma première collection a été faite par moi, mais vraiment avec des billes, du fil, des objets que je trouvais en Europe dans des marchés aux puces que j'assemblais. Mais c'était pas encore les bijoux de Miel qu'on connaît aujourd'hui. D'accord. Donc, la première année de l'entreprise a vraiment été fondée en Allemagne avec des bijoux assemblés. Mais après un an, je me suis dit comment faire pour me différencier. Puis il y avait beaucoup de compétition par rapport aux bijoux assemblés que n'importe qui un peu pouvait faire. Donc, je me suis dit, j'ai envie d'aller plus dans le haut de gamme. J'ai décidé de revenir à Montréal aussi pour lancer la marque officiellement parce que j'avais pas de contact en Allemagne, donc c'était un peu difficile d'incorporer l'entreprise légalement, etc. Donc, en revenant à Montréal, j'ai vraiment fait du défrichage. Je suis allée cogner aux portes, j'ai regardé où étaient situés les joailliers. Puis j'ai réalisé qu'à côté du Burks, à côté du Labbé au centre-ville de Montréal, il y avait toute une tour qui était vraiment juste destinée à la joaillerie. Donc, le 624 cartes, c'est vraiment le repère des joailleries, la mecque des joailleries. Et ce qui est vraiment cool, c'est que, moi qui adorais voyager, en plus, c'est un voyage en soi de juste aller dans cet édifice-là parce que tout le monde vient de pays, de différents pays, en fait. Alors, il y a les Arméniens, les Juifs, les Vietnamiens, les Syriens. Puis ça me faisait voyager juste de rencontrer toutes ces personnes-là. Donc, ça a été vraiment un coup de cœur. Là, je continue à parler, mais c'est un peu comment Miel a débuté, sans savoir aucunement où je m'en allais. Je trouve ça tellement intéressant. Moi, je suis vraiment quelqu'un qui est passionné par l'histoire et j'aime beaucoup ça, voir les influences comme dans différentes cultures et comment des méthodes
si on prend par exemple l'art de la joaillerie, de faire des bijoux, différentes cultures ont des façons différentes de faire un bijou, ou même une bague peut être différente, comme vous dites, comme tu dis, d'un Arménien ou d'un Vietnamien. La manière de faire est hyper, peut-être assez différente. Mais c'est hyper intéressant de voir à quel point, genre, tu as découvert à créer ta marque en explorant la manière de faire d'autres personnes. Est-ce que tu dirais que cette exploration t'a permis justement d'adapter ta marque à un plus grand public ou à extrapoler le tout à tous ceux qui achètent du miel aujourd'hui? Oui, ben, je dirais déjà comme l'inspiration des designs me venait de mes voyages en général. OK. Ou c'est ça, des différentes cultures que je rencontrais en voyageant. Mais ensuite, c'est vrai que le design des gens avec qui j'ai travaillé, c'est aussi défini par le savoir-faire de chaque culture avec qui je travaillais. Donc, excuse-moi, je reprends la question. Mais oui, le design et l'inspiration autour de chaque bijou a été très inspiré. Puis en plus, moi, je voulais que ce soit représentatif de Montréal, qui est la ville où je suis née et qui est une ville vraiment multiethnique. Donc, je trouvais que ça prenait tout son sens parce que c'était comme un mélange de cultures. Ah, nice. Mais est-ce que tu dirais que tu as toujours eu cet aspect plus ou moins créatif de vouloir créer quelque chose de tes propres mains ou de pouvoir, de créer quelque chose de différent à chaque fois que tu fais quelque chose en général? Oui, ça, j'avoue que j'ai toujours été comme dans le design ou j'ai toujours été très à l'affût un peu sans être trop tendance, parce que je trouve que la mode change tellement vite que ça m'épuise. Donc, je me suis dit, je vais faire un produit qui résiste au temps. Je m'étais dit, est-ce que je fais des sacs à main? Est-ce que je vais plus en mode vestimentaire? Puis, je trouvais que le bijou, justement, avec les questions environnementales, c'était plus, ça me représentait plus, puis ça représentait mieux mes valeurs parce que je pouvais créer un produit qu'on garde toute une vie, donc qu'on va jamais jeter, qu'on va pouvoir transmettre aussi à nos enfants. Donc, je trouvais que c'était un beau produit, puis c'est pourquoi j'ai voulu aller vraiment dans le haut de gamme. Donc, au début, j'étais pas certaine parce que j'avais peur que ça... de rendre le produit trop élitiste un peu. Donc, j'étais pas trop à l'aise avec ça. Je voulais essayer de pouvoir l'offrir à tout le monde. Puis j'ai réalisé, en fait, que je préférais vendre en moins grande quantité, mais en plus grande qualité. Puis on fait vraiment le polissage, le nettoyage de nos bijoux pour toujours. C'est gratuit. Donc, vraiment, on dit aux clients, revenez nous voir. Puis on essaie d'avoir des prix quand même d'entrée pour avoir une plus grande clientèle, mais toujours dans la qualité. Oui, bien sûr. Je pense que ça, c'est l'essentiel, surtout quand tu cherches des bijoux. J'ai toujours été assez attiré par les bijoux. Je trouve que encore une fois, que c'est une manière parfaite d'accentuer ce que je porte et d'exprimer encore mieux qui je suis à travers ce que je mets sur moi. Et la difficulté, c'est justement ça, de trouver... Il y a plein de bijoux qui sont disponibles, mais pas toujours de la meilleure des qualités. Tu peux trouver un collier qui va durer seulement quelques mois quand tu vas l'acheter par exemple, dans un magasin comme les H&M puis les Zara de ce monde. Puis c'est toujours cette recherche de qualité, cet investissement, c'est justement... Ça assure la représentation ou l'expression de toi-même à travers plusieurs années. Mais une question pour toi, est-ce que à la création, quel défi as-tu? C'est sûr que tu avais l'aspect créatif, tu avais la volonté de créer les bijoux et tout, mais l'aspect administratif, est-ce que c'était difficile de marier les deux? Est-ce que c'était un peu un défi de pouvoir concrétiser la création en entreprise? Oui, parce que je me suis toujours un peu sentie... on entend souvent le syndrome de l'imposteur en administration. Puis quand on part une business, on se dit, est-ce que je suis à la hauteur? Pourquoi est-ce que moi, je réussirais? Parce que, je me rappelle plus c'est quoi le pourcentage des business qui font faillite, mais très, très élevé. Mais j'avais vraiment
c'était vraiment mon rôle déjà familial. Mon père est entrepreneur et beaucoup de ma famille, des membres de ma famille sont entrepreneurs. Donc, c'était un peu comme le modèle que j'avais de métier. Donc, je m'étais toujours dit, j'ai envie d'être mon propre boss. J'avais pas envie de travailler pour quelqu'un d'autre. J'avais envie de faire à ma tête. Donc, je pense que c'est ça qui m'a amenée vers la création de mon entreprise. Ensuite, je me suis toujours posé la question, est-ce que je suis plus designer, donc est-ce que je suis plus artiste ou est-ce que je suis plus entrepreneur business? Puis il y a eu beaucoup de moments dans ma carrière dans lesquels j'ai douté. Je me suis dit, est-ce que je devrais pas me prendre un partenaire d'affaires parce que dans le fond, je suis vraiment trop artistique, je suis pas quelqu'un d'organisé du tout. J'aime pas trop les chiffres. J'ai passé mes maths juste pour avoir mon diplôme, mais je déteste Excel. Puis j'adore dessiner, puis j'adore les photoshoots, puis faire la création de contenu, ça me passionne, le marketing. Donc, je me disais, OK, là, je pense que ça me prend vraiment quelqu'un plus business avec moi. Puis je dirais que c'est beaucoup mon père qui a été mon mentor. Donc, lui, il m'a toujours dit, laisse-toi le temps, fais confiance à ton intuition. Puis, tu vas voir, tu sais, c'est normal que ça prenne quelques années avant que ça soit rentable. Puis, dans sa personnalité à lui, il était aussi très, je dirais, très artiste. Donc, ça m'a rassurée. J'ai aussi fait, après mon bac, après quelques années en ayant déjà parti miel, je suis allée faire un 2 ans à l'école d'entrepreneurship de Beauce, qui est une école vraiment pour les entrepreneurs, par les entrepreneurs. Donc, apprendre des tuyaux et... Les professeurs, dans le fond, c'est des mentors, c'est des gens qui ont déjà des business. Puis, ils nous ont dit, il y a vraiment des types de personnalités. Il y a des business people vraiment plus proches de leurs émotions, plus proches des gens, vraiment plus autour du cœur. Il y en a d'autres qui sont vraiment dans la tête, des gens beaucoup plus analytiques. Puis je me suis reconnue vers ce type d'entrepreneur plus proche de mes émotions. Donc, ça m'a donné beaucoup de confiance. Puis je me suis dit, je vais exercer mon leadership, mais avec ces forces-là. Puis je vais essayer de trouver des gens, dans le fond, pour complémenter mes faiblesses. Exact. Ben, c'est génial. Je pense que déjà, c'est très pertinent. C'est sûr que plusieurs personnes aussi se retrouvent dans cette position, surtout quand on parle du domaine de la mode puis de la création, où on est dans un environnement qui est très, par exemple, où la créativité est très axée, mais on oublie souvent le côté business. Je suis sûr que c'est rassurant pour certaines personnes qui nous écoutent d'entendre justement qu'il y a cette diversité au sein des entrepreneurs et que la réussite est toujours accessible malgré le fait qu'on n'est pas très genre, on pense pas en chiffres, on pense pas profit tout le temps, mais on veut vraiment se concentrer sur un produit qu'on fournit. Et ça étant important pour toi, comment est-ce que tu as su concrétiser ça dans les produits que tu vends? Comment est-ce que cette volonté de vouloir être proche de tes émotions puis de donner à quelqu'un justement ce produit qui va durer toute la vie affecte tes designs puis affecte ce que tu crées? Ben, je me suis dit, parce que j'ai pas étudié la mode non plus, puis je sais qu'il y a quand même des façons de faire dans l'industrie de la mode. Je trouve que la joaillerie, c'est quand même un peu différent. Il n'y a pas autant de... On n'a pas besoin de créer des nouvelles collections qui vont suivre la dernière mode. Il y a des marques qui le font, mais moi, je voulais pas être ce type de marque-là. Je me suis dit, je vais vraiment y aller à mon rythme. Donc, ça vient très organiquement. Comme mes idées se font à tout moment. Je dirais, ça peut être en prenant mon bain ou en mangeant le matin ou en prenant mon café. Il n'y a pas vraiment de... J'ai pas de rigueur vraiment dans la façon de créer. D'accord. Donc, je vais aller très instinctivement. Puis, je vais poser juste comme des fois des idées sur papier ou des fois, je vais enregistrer des photos de bijoux que je vois passer dans mon feed Instagram que j'aime, mais que je me dis, ça me donne une idée de la façon que ça tombe, par exemple, mais je vais changer puis l'adapter à moi ou à un autre style. Tu sais, je vais comme essayer de m'inspirer de d'autres bijoux, par exemple, plus vintage ou de choses que je vois dans un défilé de mode, mais ça peut être aussi...
On a une collection qui s'appelle Bauhaus, mais c'est vraiment juste une inspiration de l'esthétisme Bauhaus. D'accord. Donc, c'est une époque en soi. Donc, des fois, ça peut être plus art déco, des fois, ça va être vraiment plus moderne. C'est très instinctif. Puis souvent, je pars une collection par les bagues parce que je dirais que c'est ce que je préfère le plus porter. Donc, je vais souvent dessiner une bague, puis le reste de la collection va découler de cette pièce-là. Mais ça a été très différent, les types de créations que j'ai fait, parce que au début, c'était beaucoup en voyageant que je m'inspirais. Puis là, évidemment, quand on peut plus voyager, qu'est-ce qu'on fait? Il faut s'inspirer autrement. Donc là, la prochaine collection est inspirée... le nom, c'est le nom de ma fille, parce que j'ai eu un bébé il y a 6 mois. Ouais, félicitations. Merci. Donc, elle s'appelle Céleste. Wow. Et je trouvais que c'était un beau nom de collection. Alors, j'ai trouvé des perles de Tahiti qui sont un peu la même couleur que ses yeux. Et j'ai eu envie de faire quelque chose de très étoilé. Donc, il n'y aura pas d'étoile ou de lune à proprement parler, mais j'ai voulu aller plus dans l'abstrait. D'accord. Donc, vous allez voir sortir la collection à l'automne prochain. Ouais, hâte de voir ça. Mais c'est ça. Donc, ça dépend. Ça peut être à tout moment. J'ai des idées, je les mets sur papier, puis ensuite, on essaie de sortir plusieurs pièces pendant l'année, puis on les disperse. On les disperse dans l'année pour qu'il y ait toujours un sentiment un peu de nouveauté, là. D'accord. Puis il n'y a pas vraiment, genre, même si tu regardes un peu les tendances, c'est pas vraiment ça le focus. C'est pas genre de suivre les tendances, c'est juste d'en tirer inspiration, c'est ça? Ouais, je dirais, c'est sûr qu'il y a certaines pièces, tu sais, par exemple, là, ça fait quelques temps qu'on voit beaucoup de perles. J'ai parlé de perles de Tahiti, mais on a aussi d'autres colliers, juste de perles, mix, petites, grosses. On va sortir aussi des pièces peut-être plus abordables selon les tendances, une fois de temps en temps. Comme là, en ce moment, ce qui est sur le site, c'est un petit retour aux 90s. C'est la mode en ce moment aussi, les 90s, mais ça faisait plusieurs fois qu'on se disait « Ah, ça serait cool, une bague avec un yin-yang ou un smiley face. » Donc, c'est un mélange de plein de choses. D'accord. On va rester dans le haut de gamme. Des fois, on va comme ajouter des gravures, parce que le smiley face, c'était une bague qui existait déjà, mais sans gravure, puis on a ajouté 2 diamants pour les yeux avec un petit sourire. Alors, tu sais, des fois, on va juste faire comme une déclinaison de certains produits qu'on a. Et réadapter, puis genre en fonction... C'est ça. Mais on est quand même... On n'est pas le type de compagnie... Miel, ça reste quand même une petite entreprise. On est seulement 5 personnes temps plein. Bientôt 6. Mais ça reste qu'on n'a pas une équipe de tendance, les trends pour jusqu'à 2025-26. On est très instinctif. D'accord. Avant de retomber dans l'équipe, c'est sûr que ça, c'est très intéressant aussi pour moi et nos auditeurs, mais je veux rester un peu dans le processus de création. C'est sûr que souvent, quand on parle de la mode en général, on va te parler... On sait très bien comment les habits sont faits, comment est-ce qu'un designer va penser à quelque chose, va être inspiré, puis va faire des croquis. Quelle est la différence? Comment est-ce qu'on commence à créer, par exemple, une bague ou un collier? Quel est le processus de création pour ce genre d'article? Alors d'abord, moi, je fais un dessin sur du papier. J'ai pas non plus de formation en design à proprement parler. Donc, j'ai appris au fur et à mesure à mettre mes idées sur papier. Donc, je travaille avec quelqu'un qui fait du design 3D. Donc, je vais lui amener mon croquis avec les dimensions et toutes les dimensions de pierre, toutes les caractéristiques que je veux vraiment mettre de l'avant. Puis, le designer 3D va recréer ce que je fais en 2D, dans le fond, en 3 dimensions. C'est aussi à la base quelqu'un qui est formé en joaillerie, donc c'est comment placer les pierres et les hauteurs que ça prend pour que ça soit confortable, tout ça. Ensuite, il y a un design 3D donc, qui est imprimé. Avec une imprimante 3D, on imprime une cire. Cette cire-là est coulée en métal. Donc, le prototype, c'est la première cire qui est coulée en argent. Ça devient notre prototype avec lequel on va faire un moule en silicone.
Puis avec le moule en silicone, on va pouvoir injecter le moule du nombre de cires qu'on veut. Donc c'est comme ça qu'on fait des productions. OK. Puis les cires ensuite sont mis sur comme un petit arbre, ça s'appelle, c'est un arbre de métal. C'est juste un petit bout de métal avec des tiges sur lesquelles on vient placer les cires. Puis on les met dans un four, comme en fait avec une force centrifuge dans lequel est casté, on dit, le métal. OK. Et ensuite, le joaillier va couper toutes les tiges, reprendre les nouvelles bagues et faire le polissage. OK. Vider, nettoyer. Et ensuite, il y a quelqu'un qui va venir mettre les pierres. Donc, c'est vraiment des métiers très distincts. Celui qui met les pierres ne fait pas non nécessairement le polissage. Celui qui fait le polissage n'est pas celui nécessairement qui fait le casting. Wow. Donc, il y a vraiment toute une chaîne d'étapes. Wow. C'est super intéressant à voir ça. C'est la première fois que j'entends comment est fait une bague. Et est-ce que ces moules-là, il y a, par exemple, si vous avez un moule si on reprend l'exemple de la bague Smiley, ce moule-là, est-ce qu'il est réutilisé pour toutes les variations de cette bague-là, ou est-ce qu'il y a un moule spécial, par exemple, pour la version en or, la version argent, puis la version... En or ou en argent, c'est la même chose. Okay. C'est juste que le casting du métal va être les différents métaux qu'on va avoir besoin. Fait que c'est le même moule. Mais on a beaucoup de bagues, par exemple, qui ont des tailles différentes de pierres. Donc là, il va falloir faire un moule pour chacune de ces bagues-là. OK. Puis des fois, on décide de pas faire de moule du tout, puis parce qu'on fait beaucoup de bagues sur mesure pour des mariages ou... On appelle ça des bagues d'amour, parce qu'on n'est pas obligé de se marier nécessairement, mais on a envie d'avoir quelque chose de personnalisé. Puis ça, on le fait, donc on va vraiment partir du design 3D, imprimer la cire, puis seulement faire couler la cire directement sans faire de moule. Okay. Ça va être des pièces uniques. D'accord. Et est-ce que, en termes de temps, combien de temps ça prendrait, par exemple, pour faire une bague qui est genre pour la vente générale ou une bague qui est faite genre vraiment personnalisée à la demande du client? Une bague, je vais commencer par la bague personnalisée. Normalement, c'est une semaine. Après une semaine, on envoie le design 3D au client. On lui montre, on peut lui donner un délai d'une semaine. Une fois que c'est approuvé, la cire est imprimée. Donc, ça prend une journée. Coulée, donc imprimé, coulé et poli, serti avec les pierres, c'est 2-3 semaines maximum. Oh wow, autant de temps que ça. Donc, en tout, je te dirais que c'est 4 semaines. Wow, OK. Mais si c'est une production, ça va dépendre combien on produit à la fois. Mais à chaque fois qu'on fait une commande à nos joailliers, on leur donne environ 2 semaines pour produire. OK. Puis c'est eux qui, par la suite, qui vont vraiment genre adapter le produit en fonction de vos demandes. Puis, On va leur envoyer une commande avec toutes les spécifications, les types de métal. On va leur envoyer nos pierres. Donc, ils vont mettre les pierres dessus. On va leur demander telle taille de doigt pour les bagues, telle longueur pour les colliers. Donc, il y a beaucoup de méticulosité. Il y a beaucoup de détails à penser. Ah, c'est nice, ça prend... Franchement, je découvre le métier de joaillier en même temps que nos auditeurs. Je voulais aussi savoir, dans une optique où un client viendrait demander une bague sur mesure ou un collier sur mesure, est-ce qu'il y a une étape de consultation pour savoir exactement comment est-ce qu'on veut produire? Et est-ce que cette étape-là, vous avez genre des types, par exemple, et choisi par exemple telle catégorie? Et en fait, comment est-ce que ça se passe? Pour la consultation? On le fait beaucoup plus pour les bagues qu'autre chose, en fait, pour le moment. Donc, on a à l'arrière de notre boutique, on a un salon qu'on a nommé le salon Lune de miel. Donc, c'est pour ça qu'on a vraiment commencé à faire le sur-mesure avec nos bagues. Puis, on va pouvoir présenter donc différentes bagues qu'on a en boutique pour voir qu'est-ce qui intéresse et vers quelle direction on s'en va avec le client. Puis, on va pouvoir personnaliser, peu importe la bague. On va prendre en note tout ce que le client aime d'une bague ou d'une autre. Puis, on va pouvoir venir vraiment raffiner le design selon ses goûts. D'accord. Puis on va pouvoir aussi présenter différentes pierres. Donc, on lui amène des pierres selon ses goûts, encore une fois, qu'on va avoir récoltées avant. T'sais, si on nous dit, on préfère les diamants, est-ce que tu préfères les saphirs, est-ce que tu aimes les pavés, donc est-ce que tu aimes plein de petits diamants sur les côtés, est-ce que tu préfères les solitaires, donc juste une pierre au centre, rien, c'est très simple. Nous, on va adapter le design de cette façon-là. OK. Est-ce que c'est...
est-ce qu'il y a aussi cette avenue pour les colliers ou c'est vraiment genre plus concentré sur les bagues où vous prenez vraiment le temps de regarder exactement? Pour le moment, on se concentre vraiment sur les bagues parce que je dirais que c'est la plus grosse catégorie qui vaut la peine de personnaliser pour le moment. Bien sûr. C'est quand même des montants qui sont, c'est des prix un peu plus chers, donc souvent les gens vont vouloir investir plus pour des bagues que pour autre chose. Mais on n'est pas fermé à l'idée de le faire éventuellement pour d'autres pièces. Ah, c'est génial d'apprendre tout ça. En commençant cette entrevue, j'ai présenté Miel comme étant une bijouterie éthique. Justement, qu'est-ce qui fait de ton entreprise qu'elle soit éthique? Parce qu'on parle souvent de la mode éthique dans les derniers temps, surtout avec la sensibilisation au réchauffement climatique et aux conditions des travailleurs dans l'industrie du fast fashion. Mais alors tout ça, on a un peu une idée de ce que c'est. Il y a des nombreux reportages là-dessus. Mais qu'est-ce qui fait un bijou éthique? C'est une bonne question. Déjà, à la base, je me dis, comme j'en ai parlé un peu plus tôt, les bijoux qui durent dans le temps, déjà, pour moi, c'est important que ce soit pas quelque chose qu'on veuille jeter. Donc, on le garde toute une vie. Il y a un achat, on peut le passer à quelqu'un d'autre après. On peut même le revendre. Donc, ça, c'était très important. Ensuite, en termes de fabrication locale, c'était très important pour moi aussi parce qu'on évite beaucoup d'aller-retour, de shipping. Donc, en restant local, toutes nos livraisons sont faites rapidement, puis on est à même pas 2 km du centre-ville. Donc, ça se fait super bien. Mais il y a quand même les matières premières qu'on doit acheter. Donc, ça, c'est sûr que ça vient pas de Montréal même. Bien sûr, Puis d'où vient mon autre questionnement que j'ai eu au tout début, c'était comment faire pour s'approvisionner, parce que tu sais, on a beaucoup entendu parler des diamants de sang, comment ça se passait dans l'industrie de la joaillerie, c'était vraiment même l'or, l'argent, d'où ça vient. Puis ça a été beaucoup de questions que je me suis posées, puis j'avais très peu de réponses, jusqu'au jour où j'ai vu l'Ethical Metalsmith Organization, qui vient des États-Unis. Donc, on n'a pas la même chose au Canada. Je ne m'abuse. Je ne suis pas au courant d'une association de joailliers éthiques au Canada en ce moment. Donc, je suis allée voir aux États-Unis, puis j'ai été à leur conférence à Chicago. Puis c'est là que j'ai rencontré vraiment des acteurs qui étaient hyper engagés. Des gens qui venaient du Pérou, de Colombie, où il y avait des mines certifiées Fairmined. D'accord. Donc, il y en a seulement quelques-unes. Je pense qu'on est rendu à 8 dans le monde. Oh wow. Ça, c'est des mines qui suivent des critères très spécifiques de droit, d'environnement, de replanter, ramener le sol à l'état d'avant, de bonnes conditions pour les employés, d'équité hommes-femmes, donc tous les critères auxquels je voulais adhérer. Bien sûr, ouais. Donc pour moi, c'était hyper important. Ça a été très long avant de pouvoir nous approvisionner avec ça, parce que vu qu'il n'y avait pas beaucoup de mines, puis ça prenait quand même un certain chiffre d'affaires pour pouvoir acheter l'or qui venait de ces mines-là. C'est juste depuis 2020 qu'on s'approvisionne en Fairmined. Okay. Donc c'est pour ça aussi qu'on a commencé avec nos bagues d'amour, parce que c'était impensable de faire toutes nos collections dans cet or-là dès le début. Mais c'est vraiment un but que j'aimerais atteindre un jour. Donc, une collection en Fairmined. Puis ensuite, toutes les pierres qu'on utilise, on sait d'où ils viennent. Donc, on va prendre, par exemple, des saphirs d'Australie, des saphirs du Montana, des émeraudes du Brésil. On sait de quelle mine ça vient. Ou du moins de quel pays et si on a des bonnes façons de travailler. Donc ça, c'est vraiment important pour nous. Fait que je te dirais que c'est pas mal là-dessus qu'on se base pour faire notre sourcing. Ah, c'est très intéressant parce que c'est souvent quelque chose que dans tout le domaine de la mode ou même dans le domaine en général, dans les industries en général, la matière première, comment est-ce qu'elle est allée chercher. Et c'est très intéressant de voir à quel point, genre,
on vit dans un monde qui a, comme beaucoup de pays bénéficient de toutes ces ressources naturelles dans leur sous-sol, mais l'utilisation puis l'exploitation éthique de ces dernières ne sont pas nécessairement mainstream ou même adaptables à toutes les mines que nous possédons en tant que population. Et est-ce que, j'ai vu sur votre site que tu parlais aussi de upcycling dans le domaine de, notamment pour les pierres. Comment est-ce que ça marche? Qu'est-ce qu'est le upcycling pour une pierre? On le fait moins en ce moment, parce que j'ai oublié aussi de parler des diamants de laboratoire, mais je t'en parlerai. Ouais. Mais c'est vrai qu'on avait commencé plusieurs collections avec des diamants recyclés. Donc, le upcycling, c'est un peu une façon de dire... Réutilisation. Réutiliser... recycler, mais un peu d'une plus belle façon. Ouais. Mais c'est vrai que, justement, on travaille avec des bijoux dont on va garder toute notre vie. Donc, on peut vraiment revendre autant les matières premières, que ce soit l'or, l'argent ou les pierres. Donc, il y a beaucoup de bijoux vintage qui ont plus de propriétaires, qui se retrouvent sur le marché de la revente. Puis il y a des spécialistes gémologues, donc ça, c'est les gens qui se spécialisent dans les pierres. Eux, il y a certains de nos fournisseurs qui sont spécialisés dans juste la revente de pierres, qui ont déjà appartenu à d'autres personnes, à d'autres bijoux. D'accord, OK. En fait, qui dessertissent, puis qui ensuite sont revendus. Donc, nous, on peut acheter un super beau saphir qui a déjà été porté sur un autre bijou avant. Puis là, de cette façon-là, on peut le réoffrir, puis je veux dire, ça s'abîme pas. Donner une deuxième vie. C'est ça. Ouais. Ça reste toujours beau. Donc, juste un petit coup de polissage, puis... Ça revient. Puis surtout, on parle aussi de pierres précieuses. Ils ont cette qualité, justement, d'être... un des slogans de l'industrie du diamant, c'est « Un diamant, c'est pour une vie ». Et ils ont cette qualité de durabilité, de réutilisation. Vous mentionnez sur votre site un quote que j'ai beaucoup aimé, qu'un bijou gagne de la valeur en racontant son histoire. Et... c'est une caractéristique des bijoux, ça a toujours été comme ça dans l'histoire et tout. Et en les réutilisant, c'est vraiment genre non seulement donner une deuxième vie, mais donner la possibilité aussi d'avoir à ce bijou d'avoir une deuxième histoire ou une réinventation. Complètement. Ouais. Puis de pouvoir retracer d'où ça vient. Souvent, même nous, on fait des tests des fois pour savoir nos origines. Ça pourrait être intéressant malheureusement, on peut pas toujours retracer la pierre ou le matériel, mais dans l'esprit de traçabilité, ça vient aussi... C'est une histoire qui va durer pour toujours. Bien sûr. Juste tant qu'il y a des humains sur la Terre, les bijoux, on va jamais s'en débarrasser. Ils vont toujours être... présents. Exact. Puis, tu avais mentionné justement les diamants de laboratoire. C'est quelque chose qu'on entend souvent parler quand on parle de bijoux et de diamants en général, et surtout d'éthique dans le domaine des bijoux. Quelle est la différence entre un diamant qui est genre miné, je ne sais pas si ça c'est le terme adéquat, et un diamant de laboratoire? Et qu'est-ce qui fait un diamant de laboratoire plus éthique que le diamant miné? En fait, le diamant de laboratoire, à l'œil nu ou même sous un microscope, c'est impossible de différencier d'un diamant de laboratoire d'un diamant de mine. Ah ouais? Donc, c'est chimiquement et physiquement exactement les mêmes propriétés. La seule différence, c'est qu'il va avoir un laser, un petit engraving là, sur la coupe qui va être écrit LG pour Lab Grown. OK. Mais c'est comme ça qu'on les différencie. Donc, ils ont les mêmes caractéristiques que le diamant de mine. À chaque fois qu'on vend ou qu'on achète un diamant, on va, je ne sais pas si tu as déjà entendu parler des 4C. Non, pas Donc, trop. les 4C, c'est les critères pour définir la qualité d'un diamant. Donc, on a la coupe, le carat, la clarté et la couleur. OK. Donc, il y a une échelle de gradation pour chacun, puis c'est ça qui va dire si c'est un diamant de très bonne qualité ou de moins bonne qualité. Puis, on va établir le prix aussi basé sur ces critères-là. Donc, le diamant lab-grown de laboratoire est la même chose, sauf qu'au lieu d'avoir été créé dans la terre avec des milliers d'années, c'est fait dans un laboratoire par l'humain, dans des machines à très haute pression, et c'est créé dans environ 3 semaines.
Ah, OK. On peut créer un diamant, puis ensuite qui est taillé de la même façon qu'un diamant de mine. Ah, wow. Donc, c'est sûr que ça prend beaucoup d'énergie. Ça fait pas assez longtemps pour avoir exactement toutes les études sur la consommation d'énergie d'une mine versus d'un laboratoire qui crée des diamants, mais c'est sûr que ce qu'on lit en ce moment, c'est que c'est quand même beaucoup moins dommageable parce que c'est pas représentatif d'un chantier de mine, d'une carrière. Certainement ça. Et en plus, on enlève une partie du problème parce qu'on se dit, bon, là, c'est fait dans des pays où, par exemple, nous, on achète des États-Unis, ils ont des lois très strictes sur la façon que c'est fait. Donc, soit ça va être par énergie éolienne ou renouvelable, puis il n'y a pas de... Il n'y a pas de guerre associée à ça, il n'y a pas de gens qui sont maltraités, il n'y a pas d'enfants dans les mines. Donc, on évite un problème. Par contre, il y a le côté, je dirais, il y a toujours le côté, on n'aide pas non plus le problème à se résoudre, parce que dans les mines, c'est sûr que si en Afrique, on va dans une mine, puis on décide, comme par exemple avec le label Fairmind, c'est quand même une optique plus développement durable parce qu'on va aider les communautés à s'équiper et à se développer des réglementations éthiques et sociales. D'accord. Tandis que là, on n'aide pas le problème parce qu'il y a quand même des mines de diamants. Fait qu'il y a aussi des compagnies qui vont décider d'utiliser des vrais diamants qui viennent de mines, mais de manière plus durable. D'accord. Donc, on a deux choix. Ouais. Mais au moins, ce que j'apprécie surtout dans cette optique et dans cette approche, c'est que ça nous permet au moins d'avoir une alternative. C'est ça. Ce qui est très difficile quand on suggère le changement, surtout dans une industrie qui est établie depuis des centaines d'années, c'est justement avoir des gens qui sont tellement habitués à ce qui a été fourni que leur dire de changer directement sans leur donner une alternative, c'est très difficile. Ouais. Et c'est ça qui empêche certaines industries à évoluer vers un changement qui est plus durable et plus éthique en général. Ça donne envie d'améliorer tout le reste quand on le sait qu'on a des alternatives. Exactement. Ouais. Ben écoute, Myriam, c'était un grand plaisir de discuter avec toi là-dessus. Je suis sûr qu'on a appris tellement de choses, notamment juste sur la réalité qu'est l'industrie du diamant et qui est son futur potentiel. Alors, je tenais juste à te remercier vraiment d'avoir pris le temps de discuter avec nous. Ben, ça m'a vraiment fait plaisir. Merci beaucoup de m'avoir invité.